Saint-Montan appartient à ces nombreux villages nés de l'incastellamento, du rassemblement des hommes autour d'un château fort dressé entre le Xe et le XIIe siècle. Comme le château dont les dernières fortifications semblent dater du XIVe siècle, le village se fortifia à cette époque. C'est très probablement à cette époque qu'est construite, reconstruite ou agrandie l'église paroissiale Sainte-Madeleine lors de la construction du rempart du XIVe siècle qui fut l'occasion, dans beaucoup de villages, de reconstruire les lieux de culte délabrés. Le village était comme nombre d'autres une co-seigneurie, ou une seigneurie partagée, où divers seigneurs possédaient des droits qu'ils géraient collectivement dans le cadre d'une véritable co-seigneurie, au sens où l'entend Hélène de Bax, ou chacun dans son coin, dans le cadre d'une seigneurie partagée. Dans la réalité, la gestion pouvait prendre des figures très différentes, et l'historien a du mal à y retrouver ses chats. 7 maisons fortes ont été recensées ici, habitées par des co-seigneurs, nantis de droit sur le village, ainsi que sur ses hommes, ou simplement par des chevaliers qui formaient l'élite du castrum, compagnons du seigneur supérieur, c'est-à-dire de l'ensemble constitué par les logis nobles et roturiers. Le castrum de Saint-Montan est dominé par un seigneur supérieur, l'évêque de Viviers, puis par des vassaux de l'évêque, à qui ce dernier inféoda le castrum, les Châteauneuf du Rhône. Si ces grands seigneurs vivent à part et souvent ailleurs, il n'en va pas de même des autres, car il faut le savoir, jusqu'aux guerres de religion, les co-seigneurs inférieurs, les chevaliers, font partie de la communauté d'habitants. Parmi les consuls élus représentants de la communauté, on trouve de concert des consuls nobles et des consuls roturiers. Entendez par là des membres de l'élite villageoise. Mais si l'on en croit le petit opuscule édité par l'association des Amis de Saint-Montan, le castrum aurait été divisé en plusieurs sous-castrums fortifiés et donc indépendants d'un point de vue militaire. La chose n'a rien d'improbable, et même s'il faudra le confirmer, Hélène de Bax a montré que l'inimitié au sein des castrats pouvait mener à des guerres féodales intramuros. Toutefois, la constitution de ces 7 castrats, indépendants les uns des autres, nécessitait la construction d'un minimum d'urbanisme afin de désenclaver les ensembles situés au centre du castrum. On peut imaginer également que la présence réelle ou symbolique d'un grand seigneur a obligé les titulaires de ces maisons fortes à un modus vivendi minimal pour le bien de la communauté. Enfin, la division du castrum en 7 lots indépendants pose la question des villageois. Dans un schéma comme celui-là, il est difficile d'imaginer autre chose qu'un pouvoir direct de chacun des co-seigneurs sur les habitants dans leur élu défensif. Bien sûr, des villages de chevaliers, desquels étaient exclus les roturiers, semblent avoir existé, comme ici, au castrum d'Allègre, dans le Gard, où seuls des tours ont constitué les éléments de l'urbanisme. Sommes-nous ici, à Saint-Montan, dans le même cas de figure, les villageois étant donc exclus de cet espace urbain, ou au contraire, y étaient-ils acceptés? Nous n'en savons rien. Et donc, pour le dire autrement, il y a encore du pain sur la planche de l'historien.